Madagascar, la 5e plus grande île du monde, est située dans l'océan Indien au large du continent africain. Son isolement géographique et la variété de ses climats ont favorisé le développement d'une faune et d'une flore uniques au monde. Mais la forte croissance démographique et la pauvreté de la population vivant d'une agriculture de subsistance ont pour conséquence la surexploitation des ressources naturelles et la déforestation. À cela s'ajoute le trafic des espèces animales et végétales commercialisées à l'étranger. Comment concilier la préservation de la nature avec le développement économique et le bien-être des populations? Jérôme Pasteur part à la rencontre de celles et ceux qui, sur le terrain, travaillent à la protection de la nature avec les populations concernées. Madagascar National Park, agence en charge de la gestion des aires protégées, soutenue dans sa mission par des organisations telles que le WWF et l'Agence française de développement, tente de répondre aux grands défis de la cogestion environnementale. Jérôme Pasteur arrive sur le plateau calcaire Maafal. Il héberge sur plus de 12 500 km² le dernier bloc de forêt primaire des milieux arides de Madagascar. Pour préserver cette biodiversité unique, les autorités ont créé ici, en 1927, l'une des 10 premières réserves de Madagascar, le parc national de Timanam-Pessots. Au cœur de celui-ci, le lac du même nom, dont la signification est lac sans dauphin, est une véritable oasis dans cet endroit réputé le plus sec du pays. Il est le seul lac malgache dont les eaux sont salées et saturées de sulfate de chaux. Jérôme est en compagnie de Naël, responsable de l'écotourisme du parc, et d'Anissé, assistant en écotourisme et guide naturaliste. Anissé, il fait quelle longueur le lac? Il y a 15 km de long. D'accord. Et 2,5 km de large. Large. C'est de l'eau salée? C'est de l'eau salée, de l'argile blanche. Là. Et il communique avec la mer alors? Oui, il y a une communication entre la mer et... Pendant la haute marée, la hauteur augmente. Et pendant la marée basse, la profondeur diminue. Il y a combien de flamants roses à peu près? Il y a 2 espèces de flamants roses ici. Le grand flamand et le flamand nain. Le grand, il fait quel... Comment tu dis? C'est à l'encolure? Comment tu mesures? Au-dessus de la tête? Oui, 80 cm. 80 cm, oui, de hauteur. De hauteur, mais au-dessus de la tête, dis donc, ils ont un coup monumental. Hein? Oui, avec le bec très pointu pour chasser les microcrustacés dans l'argile blanche. Ok, c'est ce qu'ils mangent. Oui, c'est ce qu'ils mangent. Ah oui, ils sont balèzes, hein? Ils sont pas très roses, hein? Ils sont... Oui, oui. Les ailes, ah oui, qui a de la couleur rose. les ailes. Oui. Ça, c'est vrai. Mais alors, ils sont toujours de ce bord-là ou ils changent, ils bougent? Le lac est tellement grand. Bah, ils changent, ça dépend de la direction du vent. Puisque les microcrustacés, c'est au bord du lac. Se déplacent alors avec le vent. Se déplacent à cause du vent. Ok, j'ai pigé, d'accord. Ils se déplacent pas à cause du vent, mais ils suivent la nourriture qui, elle, se déplace avec le vent. Ils sont malins, hein? Ils sont énormes, surtout. Le plateau Maafal, bordant le lac, abrite une forêt adaptée au milieu aride, dite forêt sèche. Cette forêt primaire n'a jamais subi la présence humaine, la déforestation ou le surpâturage. Les 200 variétés de plantes et les 150 espèces animales qui la peuplent sont majoritairement endémiques. La biodiversité de ce territoire est donc unique au monde. Ici, la végétation s'est remarquablement adaptée au climat le plus sec de Madagascar, avec seulement 4 mois de saison humide et des précipitations très faibles, inférieures à 500 mm par an. L'un des plus beaux exemples de cette adaptation est le baobab. Oh, mais alors dis donc, celui-là, il est extraordinaire. Enfin, c'est le baobab grand-mère. Le baobab grand-mère. Il a quel âge, Nain, celui-là? Il a environ 3000 ans. 3000 ans. 3000 ans. Oui, 3000 ans dans l'identification par le carbone 14. Dis donc, il est incroyable. Hein. Avec ces nichons là,
Avec ces nichons, ouais. On dirait des pommes de terre, on dirait des bourgeons. Ah oui. Il est vénéré, il est respecté par la population? Oui, il est respecté. Il y a même une coutume qui fait que quand on arrive à siffler sans arrêter autour de l'arbre, on est vraiment sain. On est sain? Oui, on est vraiment en forme là. Vous pouvez essayer si vous voulez. Oui, je crois que je vais essayer. Oui. Hein. On n'a pas le droit de courir. Presque. Presque. Hein, presque. quand même, manquait pas grand-chose. Effectivement, on peut monter pour voir. On peut monter? Oui, ok. Ah ben volontiers. Ok, d'accord. C'est pas si difficile, mais... Ah non, non. Ah, de toute façon, il y a des escaliers. Hein. Oui, des escaliers, mais c'est pas vraiment des escaliers, mais c'est des nichons de la grand-mère. Hein. On va s'asseoir. Eh bien, installons-nous. Ah, c'est juste magnifique, quoi. Oui, ici on peut tout voir, le paysage. Il y a plein de baobabs là. Quelle est la superficie du parc? La superficie, c'est environ 180 000 hectares actuellement, mais on va continuer jusqu'à 230 000 hectares. D'accord. C'est une forêt primaire que personne n'a jamais touchée. Si le parc national de Timanam-Petsots est remarquable en termes de biodiversité, il l'est aussi sur le plan culturel. Son territoire revêt une grande importance pour les communautés locales. De nombreux lieux de rites et de pratiques traditionnelles sont présents dans l'ensemble du parc. Cette forêt sèche constitue le royaume des plantes médicinales, dont chacune a une utilisation très précise dans la pharmacopée locale. Et ça, c'est quoi, ça? Ce truc-là? Ça, c'est une forbe. Le latex, c'est pour faire assembler les pirogues, quoi. C'est du latex. C'est du latex. Comment ils font ça? Ils font fondre? Oui, oui. Ils chauffent et puis... Ça fait de la colle. Oui, ça fait de Et la ça, colle. ça Pour colmate assembler la la pirogue. pirogue. Ça colmate la pirogue. Oui. C'est extraordinaire, ça. Toutes les plantes servent à quelque chose. Ouais. Il n'y a pas qu'ici, dans le monde entier, toutes les plantes servent à quelque chose. Mais si, c'est quand même impressionnant. La forêt, les grottes, les gens considèrent comme sacrées. Même la forêt. Même la forêt. Donc en fait, eux, ils sont pour la conservation, pour la Ouais. protection. Ouais, De ouais. façon culturelle déjà à la Ouais, base. Oui. Puisqu'ils viennent ici pour demander la bénédiction. Ils pensent que les attentes baroques, les esprits vivent ici, alors il faut les respecter. La forêt est sacrée pour les habitants. Mais dans cette région la plus sèche de l'île, le sous-sol cache un autre trésor. Entièrement calcaire, celui-ci draine de nombreuses rivières souterraines. Naël montre à Jérômine une espèce vivante uniquement dans cette petite mare, un poisson aveugle. L'eau revêt une importance de tout premier plan dans cette région quasi désertique, où l'élevage est la seule ressource économique. Avec l'augmentation croissante de la population et des troupeaux, les besoins en eau et en pâturage s'intensifient. Il n'est pas rare que certains éleveurs soient ainsi contraints, en période très sèche, d'utiliser le parc comme zone de pâturage. À grande échelle, cela pourrait mettre en péril l'équilibre de l'écosystème du plateau Maafal. L'enjeu du parc national de Timanam-Petsots est donc de protéger la forêt primaire, tout en prenant en compte et en valorisant l'activité pastorale, indispensable au tissu économique local. Pour l'éclairer sur cette question, Jérômine est rejointe par Nicolas Hertkorn, chargé de mission pour l'AFD à Madagascar. Alors Nicolas, dans le concret, c'est vraiment grave que les troupeaux divaguent dans le parc ou c'est pas plutôt une idée reçue? Alors, pour cette question-là de la divagation des zébus, on a fait faire des études par des spécialistes qui connaissent à la fois la conduite des troupeaux et la gestion des écosystèmes. Donc c'est à la fois des botanistes et des économistes de l'élevage. Ouais. Et on se rend compte que dans les plateaux Maafal,
je n'aime pas le mot divagation, mais la conduite des troupeaux sur un mode extensif n'abîme pas la forêt. On dit le contraire parce qu'on généralise des cas de surpâturage dans certains cas précis, mais on s'est rendu compte que la zone d'extension du parc, par exemple sur les plateaux Mafal, c'est une forêt qui est pâturée depuis des générations, sinon des siècles, et qui est toujours là. La preuve, on veut en faire une extension du parc. Donc on n'a pas abîmé cette forêt. Elle a peut-être changé par rapport à son état originel, mais ce n'est pas une forêt dégradée. En fait, il ne faut quand même pas oublier que ces gens savaient ce qu'ils faisaient. Ça fait des générations, des siècles et des siècles qu'ils sont là. Ils n'ont effectivement pas abîmé leur habitat. Alors, le plus important, effectivement, c'est de partir sur le savoir-faire des occupants de la zone. C'est eux qui connaissent leur écosystème, ils connaissent toutes les plantes par cœur, ils savent quels sont les bons sols, où est-ce qu'il y a de l'eau, quelles sont les plantes qui meurent quand on les pâture trop, etc. Ils le savent. Alors quand ils sont dans des situations où ils le font quand même, c'est qu'il y a une crise sociale ou économique. Une réserve naturelle, un parc, une aire protégée, c'est pas quelque chose de nouveau à Madagascar. C'est de longue date que déjà il y a eu des réserves de fait. La définition de la plupart des parcs nationaux de Madagascar, je crois qu'il y en a une trentaine, s'est faite entre 1910 et 1930. Le statut des aires protégées à Madagascar, jusque dans les années 90, c'était ce qu'on appelait les réserves naturelles intégrales. C'est-à-dire que c'était totalement mis en défense, interdit d'accès. On ne pouvait pas y entrer sans un permis spécial motivé. Et là, ça a changé, ça a complètement Alors, depuis évolué. les années 90, Madagascar a misé sur le tourisme, notamment, et a décidé de créer des parcs nationaux, donc transformer ces réserves naturelles intégrales en parcs nationaux qui ont une vocation à être ouvertes au public, que ce soit le public du pays ou des touristes de l'international. Et Nicolas, la population s'accroît. Ça va pas être un problème quand même à long terme? Depuis les années 1960, la population s'est accrue. Elle a plus que doublé depuis. Donc forcément, dans la gestion d'un parc national, on ne peut plus raisonner seulement écosystème fermé qu'on protège. Il faut le replacer dans une dimension globale des activités humaines dans la région donnée. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel pour la survie du parc et c'est essentiel tout simplement pour que le parc soit accepté par les populations et pour qu'il soit dans l'intérêt économique des populations. Il faut être réaliste Et pragmatique. et pragmatique. Pour obtenir l'adhésion de toutes les communautés, Madagascar National Park, avec l'aide de ses partenaires et les bénéfices du droit d'entrée du parc, finance dans les villages périphériques des programmes d'accès à l'eau, à l'éducation ou encore à la santé. Cette politique, qui tente de concilier intérêt de préservation et développement local, est expliquée par Colbert, responsable des relations avec les habitants. Nous, notre équipe, sont toujours omniprésents autour du parc. Sur les frontières, sur la périphérie. Et en ce temps-là, comme stratégie, parce que c'est large, on travaille en étroite collaboration avec les villageois Avec la pour population. la conservation et la gestion durable de l'aire protégée. Mais ça, c'est quand même quelque chose de nouveau parce qu'avant, les pasteurs, ils emmenaient les zébus plutôt dans la forêt chercher des points d'eau. Ah oui, oui. Et les paysans ont accepté ça, de rester plus près du village pour venir boire? Ah oui, oui, justement, c'est leur demande. Lors de la réunion villageoise, ils leur demandaient si vous ne voulez pas que notre zébu rentre dans la forêt, Oui. où est la solution? Eh oui. C'est la population même qui a avancé l'idée qu'il faut construire des puits abreuvoirs. Eh oui. Il faut qu'ils puissent boire et manger Ah en dehors oui. du parc. Ça leur plaît beaucoup, le puits, parce qu'en même temps, les zébus, le bétail, ils ont besoin de l'eau, ça c'est l'eau pour le bétail, et en même temps pour l'homme. Eh Ah oui. Et puis le zébu, il n'a pas besoin de marcher des kilomètres pour aller Ah oui, boire oui, un coup. voilà. Hein. C'est quand même plus Ah oui. pratique. Colbert, qui a construit ce petit hôpital? Ça c'est par le biais du DEAP, le droit d'entrée aux aires protégées. Il y a des touristes qui arrivent dans le parc, Oui. et puis il y a de l'argent. L'argent, ça, c'est divisé en deux. Une partie de l'argent, c'est destiné pour le développement au niveau du village. Oui. Une partie, c'est pour améliorer les circuits dans le parc. D'accord. Donc c'est compris. la raison pour laquelle on a fait ça. C'est formidable pour les villageois, pour Ah le oui, village c'est d'avoir formidable de- parce qu'il y a ce village qui bénéficie donc cet hôpital-là. Cet village a Cet bénéficié village en fait de... qui sont rattachés directement à l'ouest du parc. Avant, lorsqu'il y avait des malades, les gens étaient obligés d'aller à Béhel. C'est difficile quand même. Ah oui. Parce que s'il y avait des femmes qui s'accouchent, Ah oui, donc... Il faut le bébé sur le chemin, Oui, hein. il faut Ouais. le bébé sur le chemin, en charrette, quoi. en charrette. Des fois, il y a aussi des petits qui sont morts, quoi. Ah non, c'est pas... Heureusement, ouais, avec c'est cet pas bon, hein. hôpital, tout ce problème de
s'est arrangé maintenant. Et tu vois, tous ces gens-là, ils ne sont pas venus tout simplement d'ici des Fouts. Ah oui? Ils sont venus de 7 km du village. Ils ont parti de bon matin de chez eux pour aller ici à rejoindre l'hôpital. D'accord. Ça, c'est très positif hein, pour Ah, les c'est gens de la très bon, région. oui, oui. Voilà donc l'impact direct du parc, le village et le parc. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Retour dans la forêt sèche. Anicet a promis à Jérômine de lui montrer l'animal emblématique de Madagascar. Approche tout, doucement. Oui, doucement. D'accord, on y va. Petit Maki. Te sauve pas. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Ils vivent en groupe, hein? Oui, un groupe de 6, 8, 10. Ah ouais, il y en a un paquet. Ils sont trop mimi. La faune malgache, du fait de l'isolement géographique de l'île, est restée en vase clos durant des millénaires. Le lémurien en est le parfait exemple. Ce primate d'origine africaine n'a pas évolué comme ses cousins les singes et ne ressemble à aucun autre mammifère. Les lémuriens sont exclusivement forestiers et arboricoles. Ici, c'est une famille de lémures kata, appelée aussi Maki, que Jérômine et Anicet ont la chance d'observer. Est-ce que tu as une idée du nombre de Maki qu'il y a dans le parc? Plus de 2000. Ah oui, quand même. Oui. Bah, c'est une bonne nouvelle. Et ça vit combien de temps un Maki? Enfin, 25 ans. 20, 25 ans, oui, c'est quand même assez vieux. Hein. C'est entre le chat, le singe, l'écureuil. La surface des forêts diminue progressivement, laissant place aux terres cultivables. Les lémuriens voient leur écosystème disparaître, au point que les 49 espèces que compte l'île sont toutes en voie d'extinction. Ainsi, dans le nord-est de Madagascar, l'exploitation illégale de certaines forêts met en péril l'existence du propithèque soyeux et de l'indri-indri. Pourtant, ces primates jouent un rôle essentiel dans le milieu forestier. Véritables jardiniers, ils se nourrissent de fruits dont ils rejettent les graines plus loin. Leur mode alimentaire permet ainsi une régénération et une extension de la forêt. La disparition des lémuriens constitue une nouvelle menace pour le capital naturel de l'île. Attends, on bouge pas. Regarde. C'est un petit animal avec une grande queue et des rayures partout. C'est un fousa ou une mangouste, non? C'est quoi, Anicet? C'est quoi ça? Ça, c'est le mangouste. C'est le mangouste, Oui. à rayures. Ah, dis donc, c'est une surprise. Ça nous fait de la compagnie pour la soirée. T'es sûr que c'est un animal sauvage? Oui. C'est le Pas très sauvage. farouche en tout cas. Un animal sauvage gourmand. Oui. Parce que nous sommes dans leur territoire. Ah, on est chez elle. C'est vrai ça, c'est vrai quand même. Il vit dans le plateau calcaire. Ah oui. Alors nous sommes au pied de la falaise. Et dans le parc, elles sont habituées que l'homme ne soit pas leur prédateur. Donc elles Ouais. ont confiance. Elles ont confiance, oui, apparemment. Hein. Nicolas, je me demandais, là, le parc, c'est
une initiative gouvernementale. Il y a des ONG qui travaillent avec les locaux, avec les agents du parc, qui sont impliqués dans l'organisation, mais en imaginant que ça ne puisse pas se poursuivre de la sorte. Ça coûte cher, une réserve naturelle, un parc, protéger la biodiversité, il faut beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui se passerait pour ces gens si d'un seul coup il n'y a plus de rentrée financière ? Alors, le gouvernement malgache, avec 2 grandes ONG internationales, dont l'une c'est Conservation Internationale, une ONG américaine, et l'autre c'est le WWF, ces 3 structures, donc le gouvernement et les 2 ONG, ont décidé de créer un fonds fiduciaire, qu'on appelle aussi un trust fund en anglais. Et le principe, c'est de capitaliser des fonds et de les placer sur des marchés financiers et d'utiliser les intérêts ou les revenus de ces placements pour gérer dans la durée les coûts récurrents des aires protégées. Alors l'idée n'est pas de spéculer, c'est très important. L'idée c'est d'avoir des placements sûrs sur le long terme et d'avoir un revenu moyen annuel qui soit correct. Il ne s'agit pas de faire de grands revenus et d'avoir aussi des risques dans la bourse, par exemple, de perdre du capital. Il faut vraiment des placements sécurisés. C'est important pour la pérennité de l'histoire. Alors, la fondation a été créée en 2005, donc pour qu'elle fonctionne, il faut toujours un certain temps pour qu'elle atteigne une vitesse de croisière. Mais on peut dire qu'à l'horizon 2015, elle devrait être en régime de croisière. Ok, en 2015, ici, ce parc n'aura plus besoin d'aucune aide extérieure, si ce n'est technique, pour fonctionner au niveau financier. Ce n'est pas aussi facile, parce qu'il faut conserver quand même d'autres sources de financement. La fondation elle-même peut assurer une base pour le financement des aires protégées, mais c'est indispensable qu'il y ait d'autres sources de revenus pour le gouvernement et pour son agence de gestion des parcs. Et c'est notamment les entrées des parcs avec le tourisme, mais c'est aussi des projets plus traditionnels limités dans le temps. Par exemple, s'il faut remettre en état des infrastructures ou faire de nouvelles infrastructures, là, il faut de l'argent frais, je dirais, pour injecter dans les parcs. On va l'inviter à dîner ? Bonne idée. Hein ? Ah oui. Oh, hein ? Très chaud, ça fait du bien. Une énorme sauterelle. Salut. Oh, ça fait de la sauterelle grillée. Quelle horreur. Ça fait 1,5 des cultures en moins. Un ennemi des cultures, t'es content, Nicolas. C'est une bonne ? Après une dernière nuit dans le parc de Tsimanam-Pessoz, Jérômine poursuit sa route vers le nord, direction Tuléar, la principale ville économique du sud-ouest. Madagascar doit faire face à un autre défi, la sauvegarde de ses fonds marins, dramatiquement surexploités, tant pour nourrir la population que pour répondre aux besoins de l'exportation. À Tuléar, Jérômine découvre une initiative originale, la préservation du concombre de mer, appelé également holoturi. Étonnamment, cet animal n'est pas consommé à Madagascar, mais exporté en Asie, pour ses vertus prétendument aphrodisiaques. À 3 € du kilo une fois séché, l'animal constitue une vraie manne pour les pêcheurs. Jérômine est accueillie par Igor et Pierre de la société Madagascar Holoturi. Bonjour messieurs. Pierre. Enchantée, Jérôme. C'est un vrai laboratoire. Un vrai laboratoire. Tu vois toutes ces petites structures qui sont en train de bouger dans l'eau. Ça, c'est des micro-concombres de mer. C'est des micro-concombres de mer qui doivent avoir à peu près 2 semaines à 3 semaines d'âge. Qu'est-ce qu'elles mangent là ? Alors elles mangent du plancton, du micro-plancton. Ça marche bien pour faire grossir ces larves aussi. Igor, explique-moi quand même, parce que ici, à Madagascar, la population ne mange pas de concombres de mer. Oui, tout à fait. C'est l'exportation. Oui, tout à fait. Donc ce qu'il y a, c'est que c'est coutumier et c'est une tradition à Madagascar de pêcher ces concombres de mer. Ils les pêchent depuis une centaine d'années à peu près.
Mais depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, la pêche s'est intensifiée, car la demande, au point de vue asiatique, s'est intensifiée. Donc c'est très facile pour ces pêcheurs de collecter ces concombres qui se prennent à marée basse. Et donc ce qui se passe maintenant, c'est que les populations naturelles ont périclité. Et donc en fait, le but ici, c'est de transférer ces organismes vers les populations locales. Et on espère leur faire comprendre que c'est dans leur intérêt de garder ces concombres de mer jusqu'à une taille commercialisable et de ne pas les vendre directement. L'objectif est de faire cesser les prélèvements dans le milieu naturel en proposant aux pêcheurs de vendre des holoturies d'élevage. Le concombre de mer se fait de plus en plus rare sur la côte Est et sa disparition serait une catastrophe pour l'équilibre des écosystèmes marins. C'est un aspirateur, hein, le concombre de mer. C'est un filtre, en fait. C'est un filtre. Ouais. En fait, l'importance de cet animal-là, c'est que c'est un nettoyeur des mers. Et sa disparition, parce que c'est une espèce qui sont surexploitées, et sa disparition pourrait entraîner disparition d'autres espèces, puisque notamment il mange beaucoup toutes les bactéries qui se trouvent sur le fond. Et sans ça, tout serait étouffé. Hein. Donc ça a une importance vraiment vitale pour le milieu. Tout a une importance vitale. Hein. Le concombre de mer a vraiment son rôle. Hein. On les remet à l'eau, les petits. Tout à fait. Voilà. Allez, dodo, hop. Le projet est de créer une trentaine de fermes aquacoles en impliquant 4 villages de pêcheurs répartis sur 130 km de côte. Le village de Sarodran, au sud de Tuléar, a été choisi pour débuter l'expérimentation. À un certain stade de croissance, en collaboration avec l'ONG Transmat Développement, Madagascar Holoturies confie les juvéniles aux villageois pour les élever. Fabrice, responsable de Transmad, accompagne Jérôme. On a un défi, c'est de promouvoir l'aquaculture villageoise. C'est-à-dire qu'on va prouver que ça peut marcher, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a l'aménagement des ressources marines. Oui. Donc, et on sait aussi que les pêcheurs, ils ont l'habitude de vivre les jours au jour. Donc, Oui. nous, on essaie de créer d'autres alternatives qui sera en quelque sorte une sécurisation de leurs revenus. Donc, au bout de 2 ans, on va installer le projet. Et puis après, on veut que ça soit autonome. Et c'est eux qui gèrent leur exploitation. Mais en fait, bon, tous ces enclos appartiennent au village, mais il y a des enclos différents. Est-ce que tes groupes qui travaillent ont chacun un enclos personnel? Comment ça fonctionne? Oui, justement. C'est-à-dire que déjà, le lieu, il a été déjà donné par les communautés villageoises. Oui. Et chaque équipe a son propre enclos. Mais Donc, alors, qu'est-ce que c'est un concours? À voir quel est celui qui aura le plus de concombres ouais, de on peut mer? dire que c'est un concours parce que après le remboursement de l'achat des juvéniles, donc Oui. les bénéfices, c'est pour eux. Évidemment. Donc, plus ils travaillent, plus ils gagnent de l'argent. Ah oui, ok. Donc on leur avait dit, à partir du moment où vous travaillez bien, donc ce sera une sorte de revenu en plus pour chaque foyer. Il a quel âge, celui-là? Environ 3 mois Il a 3 mois. qu'il est là. Il était tout petit quand il est arrivé là. Maintenant, celui-là, il doit faire déjà une soixantaine de grammes. Celui-là, Et il ça, pèse, hein? Il pèse plus de 100 grammes. Un gros patapouf, ça. Hein. Et il va arriver jusqu'à quelle taille? Adulte, pour être exploité? C'est ce qui a été contracté avec les aquaculteurs. C'est que quand on arrive à atteindre le poids total de 300 grammes, donc Oui. ils seront commercialisés. D'accord. Grâce à ce projet de ferme aquacole qui a reçu l'appui de Nausicaa, le centre de la mer en France, les pêcheurs participent activement à la préservation des fonds marins tout en s'assurant des revenus complémentaires. Jérôme poursuit son voyage le long de la côte en remontant vers le nord et rejoint le petit village d'Ifat. Ifat abrite un centre de protection d'une espèce animale très importante aux yeux des Malgaches, une tortue terrestre appelée tortue radiée. Gravement menacée de disparition, elle figure tristement sur la liste des 25 espèces les plus menacées dans le monde. Victime d'un braconnage intensif, elle est vendue comme animal de compagnie en Occident. Son prix de vente à New York ou Tokyo peut dépasser les $10 000. Les spécialistes estiment que sa population a chuté de 70% en moins de 50 ans.
une organisation française de protection des tortues, la SOPTOM, et l'association de sauvegarde de l'environnement de Tuléar sont à l'origine de la création de ce centre. Mamie? Oui, Alors, mamie, qu'est-ce que tu leur as dit là? Donc, je leur dis l'importance de la présence d'une tortue dans l'écosystème. Surtout, il est interdit de garder des tortues chez soi, de manger ou de chasser, parce que les tortues nous aident à préserver la nature et comment à maîtriser l'écosystème de notre planète là, parce qu'il a un rôle très important pour la biodiversité. Donc, il faut qu'il soit préservé, qu'il soit gardé tout le temps. Aujourd'hui, malgré l'effort des autorités, 5 à 10 000 tortues quittent chaque année le territoire malgache. Toutes les tortues présentes ici proviennent de saisies des douanes. Elles sont élevées et étudiées en attendant d'être un jour relâchées dans leur milieu naturel. Tous les tortues de Madagascar sont tous dans l'annexe 1 de la Convention internationale pour le commerce des espèces menacées et dans la liste rouge de l'UICN. Mais alors, comment ça passe? Comment elles échappent au filet des douanes ou... Par bateau, par avion, ou surtout avec la corruption, ou tout, par pirogue. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire n'achetez jamais une tortue. Quand elles arrivent en Europe, elles arrivent chez nous, il faut absolument jamais accepter d'acheter une tortue. Oui, c'est ça. Donc, en même temps, il faut sensibiliser, pas seulement les enfants, mais surtout les adultes aussi, parce que si on attend les enfants pour être grandes, ça va attendre beaucoup longtemps. Oui, ce sera trop tard. Donc, en même temps, il faut faire tous la sensibilisation et l'éducation des gens pour arrêter les trafics, la collecte, surtout la destruction de l'habitat. Parce que si vous protégez une tortue, mais vous ne protégez pas leur habitat, ça ne sert à rien après. Ça vit combien de temps au maximum, une tortue? Donc, les tortues, surtout les tortues radiées, ils peuvent vivre jusqu'à 100 ans, plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Mais dis donc, je vois rien du tout. Ça doit être des tout petits bébés. Je vais entrer là pour chercher une pour vous montrer. Ah, il faut vraiment que les gens comprennent que c'est pas des jouets. Il faut arrêter de prendre les animaux pour des jouets, c'est plus possible. Voilà, il y en a une qui se... Il y en a une qui se baladait? Oui. Oh. Il est en train de Ah, mais c'est petit, hein. prendre un peu du soleil. C'est adorable. Donc, Ah bah évidemment, je peux? Oui, tu peux. Ah, mais je comprends, tu vois. Et c'est celle-là qui vendent? Toutes Bonjour, les tailles, mais ça c'est plus facile à emporter dans les poches ou dans les sacs. Il ne faut jamais pas acheter des choses comme ça. Mais vous voyez bien sûr qu'il que faut non. laisser dans la nature. Mais bien sûr. Donc en moyenne, c'est 4 ou 3 œufs par nid pour une femelle. Ah, mais c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Les tortues marines, c'est des centaines d'œufs et la tortue terrestre, c'est 3-4 œufs. C'est normal avec la taille. Les tortues marines, il y a des grandes tailles de tortues marines, mais ça c'est juste 40 cm de longueur ou 35. Mais Bah, c'est encore plus dramatique. Alors si une femelle ne fait que 3-4 petits... mais avec 3 ou 5 nids par an. Donc au moins c'est 4 fois 5, une vingtaine d'œufs par an pour une tortue radiée. Ah, et par là, il y a une mouse, là. Maintenant, c'est les adultes. C'est à peu près 50 ans. Une fille ou un garçon, ça? Ici, nous avons mis des femelles tous ensemble. Donc voilà notre tortue. C'est une femelle. Est-ce que vous savez comment on peut savoir si c'est une femelle ou une mâle? Mais ça fait un bruit incroyable. Oui, quand on le prend, c'est bon, c'est des bons signes de santé. Ah oui, elle est en colère un peu, oui, là. c'est ça. Mais faut pas, écoute, t'en fais pas, mais ne t'en fais pas. Tout va bien. Comment on sait que c'est une fille ou un garçon? Je vais t'épater, là, parce que je crois que je sais. Ça, c'est une fille parce qu'elle est plate dessous. Et les garçons, ils sont un petit peu concaves. C'est ça? Une autre chose, pour les 2 points là, pour les femelles, c'est un peu ouverte. Là. D'accord. Mais pour les mâles, c'est ici qui est très très large, très ouverte avec la queue. Allez, on se calme. On se calme. Est-ce que vous savez comment on fait ce... Écoute, je savais pas que ça faisait un potin pareil, une tortue. Hein? Oui. Donc, regardez un peu ici. Vous pouvez compter les nombres des anneaux de croissance des stries sur les écailles. Donc chaque année, les tortues forment une strie, un anneau. Et là, tu en aurais 50? Non, ça c'est... Je crois que c'est une tortue de 20 ans. Et ça pèse combien? C'est à peu près 3,5-4 kilos comme poids.
Tu me pousses, hein, tu pousses mes mains avec tes petites papates. Hein. Dis donc, ça a une force incroyable. Ah oui, voilà. Le village des tortues d'Ifat, la SOPTOM, le WWF et Madagascar National Park ont créé le programme SOCAC. Son objectif, réintroduire prochainement une 50aine de tortues dans le parc de Tsimanam-Pessots. 1 millier d'individus sera ainsi relâché dans les années futures. C'est là que tu vas les relâcher. Oui, on va le relâcher, oui. Tu vas les relâcher, mais t'es certain que le lendemain matin, il n'y a pas une bande de braconniers qui arrivent et qui prennent toutes les tortues? Oui, c'est pourquoi qu'il faut travailler étroitement avec la population locale. Ah oui. Les tortues sont fades ou tabous, surtout dans la zone où on va faire le lâcher. Elles sont tabous. Oui. Donc la population locale de cette région ne mangera pas, ne touchera pas les tortues. D'accord. Mais ce sont les braconniers qui viennent d'autres régions qui vont venir là-bas. Ils viennent de l'extérieur. De l'extérieur pour ramasser les tortues. Je comprends mieux. Donc en fait, si la population locale est d'accord avec le projet, eux-mêmes vont protéger leurs tortues parce que dans leur culture, c'est tabou. Donc de ce fait, c'est plus facile. C'est plus facile, ah, mais bah alors, je pense il que faut ça peut leur marcher. expliquer vraiment le rôle Oui. des tortues, même si ce n'est pas tabou. Qu'est-ce qu'elles font dans la nature? Quel est leur rôle pour la protection de l'environnement? Direction Salar, un petit village de pêcheurs où un projet de parc marin est en cours. Les eaux côtières de Madagascar sont le théâtre de la grande migration des baleines à bosse, qui chaque année viennent se séduire, s'accoupler et mettre bas. L'association Megaptera s'occupe de les répertorier et d'étudier leur passage. Nicolas Jeanmar entraîne Jérôme dans sa mission d'observation. Voilà, elle vient nous dire bonjour, superbe. Elle va passer sous le bateau. Ah oui. C'est une grosse curieuse, hein. Ah, il y a les deux, là, ouais. Donc on a quand même une règle d'approche à respecter pour les baleines. De ne pas les observer trop longtemps, justement, si elles commencent à avoir des comportements de reproduction pour éviter de les déranger. Si on voit vraiment que ça les gêne, on va aller un peu plus à la côte. Et à la côte, on peut essayer d'en trouver d'autres. Là, elle commence à se déplacer déjà beaucoup plus vite que tout à l'heure. Elle tape de la queue pour commencer à faire du bruit. Effectivement, c'est un comportement un peu plus agressif pour dire que là, ça va commencer à chauffer entre les mâles et qu'il risque d'y avoir un peu de baston. En tout cas, Nicolas, tu m'as dit on va voir des baleines et on a vu des baleines. Hein. On garantit pas forcément une rencontre avec les baleines, mais on a quand même une très forte probabilité de les trouver. C'est vraiment une zone qui leur plaît pendant 3 mois où elles viennent s'accoupler, faire les petits et à l'été également. On a beaucoup de chance de les voir. Donc en fait, on est en pleine saison là. On est sur le mois de juillet, août. C'est la pleine saison à Madagascar pour voir les baleines dans le canal du Mozambique. Donc on peut dire que les premières baleines qui montent de l'Antarctique, pour nous dans le canal du Mozambique, on les aperçoit mi-juin. Ce sont vraiment les toutes premières. Et le gros de la saison, c'est plutôt juillet, août, septembre. Et là, il y a énormément d'activités. Et on peut voir les dernières baleines jusque quasiment début novembre. On en voit de plus en plus des baleines dans le canal du Mozambique. Elles reviennent. L'année dernière, c'était une grosse année à baleines, donc il y en a eu partout autour de Madagascar, beaucoup plus que d'habitude. Donc pour l'instant, on ne sait pas si c'est simplement un phénomène de l'année dernière ou si effectivement on en voit de plus en plus. Donc nous, on travaille avec l'association Megaptera, donc qui est surtout de faire de l'identification et de l'observation de baleines à bosse, qui nous permet de savoir combien de baleines à bosse passent dans les eaux malgaches, de les identifier, de les répertorier, mais également essayer de savoir si chaque année elles reprennent la même route et si on les voit parfois sur d'autres sites
que ce soit à Madagascar, aux Seychelles, à Mayotte ou aux Comores. Tu veux dire que les trois qu'on vient de voir là, tu les connaissais par leur petit nom là? Non, C'était qui? non, pas celle-ci personnellement, mais voilà, justement, c'est aussi notre rôle de faire découvrir cet extraordinaire mammifère à tout le monde, justement. Et en le faisant découvrir au plus de monde possible, ça nous permet également forcément de les protéger. La baleine à bosse reste quand même un animal extraordinaire et il faut venir forcément fréquemment. Ah oui, ça je le confirme, c'est un immense, merveilleux moment. Salar est un petit village de pêcheurs vèzes. Ces derniers, d'origine nomade, se sont sédentarisés au fil du temps. La pêche qu'ils pratiquent sur des pirogues à balancier est leur unique moyen de subsistance. Ils pêchent essentiellement des petits poissons de récif à l'aide de filets ou de lances. Leur survie dépend exclusivement des ressources sous-marines et de la qualité des fonds marins. Le WWF Madagascar coordonne actuellement la création d'une aire protégée, la réserve de Tsitingine. Bonjour. Bonjour madame. Salama. Salam madame. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Salama. Vous partez à la pêche? Oui, nous partons en mer. Ah, super. Bon, tu veux bien m'emmener? Attendez quelques minutes, nous allons hisser la voile. Eh ben bien. On pousse. Ok, ça marche. Et voilà. Impeccable. Capitaine, tu sais qu'ils sont en train de préparer des réserves, des aires protégées pour qu'il y ait plus de poissons. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Personnellement, je participe à la sensibilisation pour la création de la réserve, car je constate que les poissons se font rares. Et vous savez, nos enfants pourraient même en souffrir si cela continue. Le WWF nous a sensibilisés sur la gravité de la situation. Nous avons constaté la justesse de leur action, puis il nous a ensuite demandé de participer à une campagne de sensibilisation. Nous avons alors appris et joué des pièces de théâtre axées sur ce problème. Nous sommes conscients de l'enjeu et nous pensons à nos enfants, aux générations futures. Nous avons fait de la sensibilisation dans plusieurs villages, jusqu'à Andavadok. Nous sommes même allés jusqu'à Saint-Augustin. Ouais, c'est pas très simple. Et je crois avoir compris que tu m'as expliqué tout à l'heure qu'au bout d'une journée, par personne, c'était 6 000 arriari, ce qui, en 2 mots, nous fera, suivant le change, 2 à 3 euros par personne. Les gars, là, ils ont chacun gagné, enfin, pour le moment que dalle, parce qu'il n'y a pas un poisson. Mais les jours de bonne pêche, ils vont ramener 2 à 3 euros de poisson. C'est quand même pas très facile. Les ressources marines ont énormément chuté ces 10 dernières années. Cette baisse s'explique par une surpêche, mais aussi par l'altération du récif, due en partie au blanchissement du corail, conséquence du phénomène El Niño et du réchauffement climatique. Pour mener à bien la création de cette réserve marine, le WWF a impliqué les pêcheurs vèzes dans le choix des zones à protéger. Jérômine rejoint Voula, coordinatrice du projet du parc marin de Tsitingine pour le WWF. Si on veut vraiment un développement de la population, de la masse à Madagascar, il faut prendre soin de la nature
et des ressources naturelles, car beaucoup de personnes vivent de ces ressources. Et si elles disparaissent, la pauvreté va encore augmenter. L'étude faite en 2006 a montré que l'état des récifs coralliens et de la biodiversité marine est encore bonne. Et c'est possible avec une protection de ramener la biodiversité marine dans son état... pratiquement originel, tu espères? Oui. Et tu es en charge aussi de la relation avec la population? Oui, parce que on essaie de créer le parc marin avec le soutien de la population locale. C'est en fait une approche participative. Et on fait beaucoup de réunions avec les populations locales pour négocier les différentes zones qui vont devenir des réserves marines plus tard. Et tu penses qu'à partir d'un espace de conservation ici à Salary, ça pourrait repeupler petit à petit les côtes? Oui. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Pour définir les zones à protéger, des biologistes étudient actuellement la santé des coraux. Dans certaines eaux de Madagascar, 1% seulement sont encore vivants, les autres n'étant que des squelettes de calcaire victimes du phénomène de blanchissement. On estime que les fonds marins sont en bonne santé lorsque 10 à 50% des coraux, véritables bioindicateurs, continuent de se reproduire. L'état des lieux, positif, négatif? En moyenne, ici, c'est 30% des coraux vivants. 30%, seulement 30%? En moyenne. C'est pas seulement. Hein. Ah oui, on est content. 30%, c'est vraiment, par rapport aux autres endroits, oui. c'est vraiment une qualité meilleure. Puisque aux autres endroits, c'est 10%, 5%. Et là, ici, c'est vrai qu'il y avait un phénomène de blanchissement corallien avant. C'était bien remarqué par l'état des coraux au-dessous, mais il y a déjà des installations de jeunes coraux. Et c'est pour ça qu'on a eu ce résultat de 30%. Ça repousse. Ça repousse. Oui. En fait, le coraux s'est multiplié de centimètres par an. Et donc, cela veut dire que si vous avez un coraux de 10 cm, ça a déjà 10 ans. C'est ça environ. 1 cm par an? 1 cm par an en moyenne. Mais la cause, ça a été quand même un réchauffement des eaux qui ont fait mourir les coraux, comme un peu partout dans le monde. Avant de protéger des zones sous-marines, il est nécessaire d'inventorier la faune et la flore en recourant à un système de quadrillage entre la plage et le récif. Rien ne doit être laissé au hasard. Chaque morceau de corail, chaque invertébré, chaque espèce de poisson doit être identifié et listé. Il faut effectuer d'innombrables plongées, zone par zone, pour obtenir un résultat fiable. Ah d'accord, la tente est dans la maison. Oui. Ben, vous êtes très bien installés. Hein. C'est quelque chose, c'est vraiment très important. Et vous êtes mieux là qu'à l'hôtel? Oui, oui. C'est pour le travail. Pour le travail, c'est mieux. À l'hôtel, c'est plutôt pour peut-être pour les vacances. Plaisir, pour les vacances, mais pour le travail, c'est vraiment. Et alors tout ça, c'est le travail qui a été effectué? Ça, c'est le résultat de l'axe 6, par exemple. Ok. Et alors aujourd'hui, c'était satisfaisant ce qu'on a fait aujourd'hui? Là, c'est vraiment une bonne place, qu'il y a tant de poissons, il y a un bon état de récif aussi. Et quand est-ce que tu crois que vraiment la réserve va être mise en place et que ça va commencer?
En fait, ça dépend du processus puisque il y a déjà un processus avant. C'est une réserve proposée par les communautés des pêcheurs et l'étape maintenant c'est de justifier scientifiquement si les réserves est vraiment bonne ou bien qui répond vraiment à la vocation d'une réserve. Mais quand on tient compte de la volonté de la population et la volonté des promoteurs, je vais dire VVF, et ça va aller d'ici peu, hein. D'ici 3 mois, je pense qu'on peut déjà commencer à conserver, à préserver un certain endroit. Cette implication directe des populations locales pour l'instauration d'une gestion plus durable des ressources naturelles, terrestres et marines est un enjeu majeur pour Madagascar. C'est aussi un véritable espoir pour la population malgache et pour la biodiversité de la planète. S'il reste encore bien des questions à résoudre, ces quelques initiatives montrent que protection de la nature et développement local peuvent aller de pair.